C'est un honneur pour moi d'accueillir Frédéric Demarquet. Frédéric est un coach, un thérapeute, superviseur, facilitateur, formateur et consultant. Il a créé et dirigé le SIG Institut qui existe toujours. Hein. C'est un institut qu'il gère, qui est spécialisé dans la résolution des problèmes humains en tout milieu et dans la formation d'accompagnement de la personne. Il est l'auteur du manuel systémique d'accompagnement de la personne chez L'Harmattan. Vous l'aurez compris, on a avec nous aujourd'hui un véritable expert aussi bien sur le fond que aussi sur la forme parce que le coaching, ça a commencé à se développer ces dernières années. C'est devenu très mainstream et très connu, mais Frédéric fait ça vraiment depuis plusieurs décennies. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille, Frédéric, et on va parler de choses très importantes qui vont remettre certaines choses à plat pour pouvoir aider les gens qui peut-être veulent se lancer dans le coaching à vraiment comprendre ce qu'est le coaching. Donc, merci pour ta présence, Frédéric. Et puis, si tu veux nous dire un petit peu plus comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Merci, Lingen, pour ta présentation et puis ton invitation. Alors, quand tu dis que je fais ça depuis plusieurs décennies, tu me vieillis un peu. Je fais ça depuis un peu moins quand même. Je suis, moi, coach depuis 2005, donc ça fait 13 ans aujourd'hui. OK. En sachant que j'étais déjà dans l'accompagnement avant, mais pas du coaching, en fait. D'accord. Tu faisais quoi avant? En fait, j'ai un parcours très atypique. J'ai fait des études à la fois d'art lyrique, donc rien à voir avec le coaching, de chant classique, et en même temps des études de management et administration des entreprises de spectacle et de culture. Voilà, donc j'ai managé dans des entreprises culturelles et puis j'ai enseigné la technique vocale à côté. Donc j'avais un rôle à la fois d'enseignant et en même temps de manager. Et puis un jour, par rapport à l'enseignement, j'avais envie de faire les choses un peu différemment. Je me suis rendu compte que l'enseignement pur et dur avait parfois certaines limites. Et c'est là que j'ai essayé de me former à d'autres techniques. J'ai essayé d'autres choses avant le coaching. Et puis en 2005, je me suis formé à l'Université de Paris 8, en fait, au coaching. Et j'ai vraiment, à ce moment-là, développé d'autres méthodes vraiment d'accompagnement. Et puis j'ai ouvert très vite sur plein d'autres champs, en fait. Ça m'a permis d'ouvrir sur le champ vraiment à la fois de l'entreprise, de l'accompagnement d'individuels également. Voilà, ça a permis vraiment de développer beaucoup de choses. J'aimerais, si tu permets, qu'on zoome un peu sur cette période où tu as fait une sorte de reconversion professionnelle. Est-ce que tu étais malheureux ou ça allait très bien, mais tu avais soif d'autre chose? Comment ça s'est passé? Parce que certains parmi nous sont en train de se réorienter, de réfléchir à une reconversion. En fait, j'étais pas malheureux, mais je sentais dans ma manière d'enseigner, parce qu'à l'époque, donc j'étais enseignant en technique vocale particulièrement, et puis en expression scénique, donc beaucoup de choses par rapport à la scène. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, de ma manière d'enseigner, j'avais vraiment des besoins d'autre chose. C'est-à-dire que l'enseignement, vraiment par à la fois le conseil, l'exemple, etc., me paraissait vraiment limité. Et je sentais fréquemment chez les personnes qui travaillaient avec moi, je sentais vraiment des freins, des choses qui les empêchaient d'aller vers la progression. Et j'ai eu besoin à ce moment-là de trouver d'autres moyens de les faire évoluer. Et je sentais que ces freins n'étaient pas à un niveau technique et donc le conseil n'allait pas les aider plus que ça et qu'il fallait autre chose. Et c'est à ce moment-là, en parlant avec un ami qui s'était formé au coaching un an avant, il m'a dit, mais peut-être le coaching serait une réponse pour toi, effectivement, à ta recherche. Et là, je me suis renseigné, je suis allé voir un peu, j'ai rencontré des personnes qui faisaient ce métier et je me suis rendu compte, effectivement, que sûrement, j'avais quelque chose à faire avec le coaching. Alors, au départ, c'était lié à l'enseignement. Et puis, très vite, après cette formation, ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas, le besoin de changer a vraiment été lié au besoin de faire évoluer les gens avec d'autres techniques, en fait. Super. Et si aujourd'hui, tu vas jusqu'à former des coachs, c'est que vraiment, tu as un message et une mission de vie et on va en parler, on va faire la transition qui est qu'est-ce que le coaching? Et j'ai envie aussi un peu de savoir pourquoi ça te tient tant à cœur parce que quand on fait tout ce que tu as fait, les livres, toutes les formations, les conférences, c'est pas juste un métier pour toi, il y a quelque chose de plus, n'est-ce pas? Disons que quand j'ai découvert ce métier, je me suis rendu compte que ça allait effectivement peut-être au-delà d'un métier. Je pense qu'on fait pas ça par hasard, en fait. C'est un métier on accompagne quand même des personnes sur des choses parfois assez profondes, assez complexes, compliquées, donc avec aussi des émotions, de la souffrance. Donc c'est vraiment je pense qu'il y a vraiment une vocation, je pense. Et quand j'ai fait cette formation à l'université il y a donc maintenant à peu près 13 ans, je pense que je suis tombé en adéquation avec ma vocation. Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est que j'avais déjà une vocation d'accompagner avant, c'était évident. Et là, vraiment, je suis tombé en adéquation. Et surtout, j'ai découvert une façon d'accompagner que je trouvais extrêmement éthique
si elle était bien, évidemment, bien menée, parce on peut coacher de plein de manières différentes. Et je pense qu'il faut toujours respecter quelque chose de très éthique par rapport à l'humain, par rapport à l'environnement dans lequel aussi vit cet humain. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de creuser davantage les choses. C'est de dire, voilà, j'ai en face de moi une matière qui est un être humain dans un environnement avec d'autres êtres humains. Et du coup, je peux pas faire n'importe quoi. Et je dois vraiment creuser ça. Et du coup, je l'ai beaucoup creusé pour moi. Et en le creusant pour moi, je me suis rendu compte que ça a ouvert à beaucoup de réflexions, etc. Et que ces réflexions, j'avais envie de les partager. Et c'est ce que j'ai fait progressivement, effectivement, en organisant des sessions de formation, en écrivant des livres, des billets de blog, etc. Et j'ai fait ça progressivement. Donc aujourd'hui, là, pour moi, la transmission est quelque chose de très important dans mon parcours. Mais je pense que la transmission a toujours été importante, mais là, c'est devenu vraiment quelque chose de primordial dans un métier où malheureusement, et on en parlera sûrement tout à l'heure, malheureusement, on voit un petit peu de tout et on emploie le terme de coaching un peu à tort et à travers, alors que le coaching, c'est un métier spécifique, particulier, et que c'est important de bien le définir, justement. Même s'il y a plusieurs façons d'être coach, mais il y a quand même un tronc commun qui fait qu'on est coach ou on fait autre chose. Je ne dis pas que l'autre chose n'est pas bien, mais c'est autre chose, en fait. D'accord, parlons-en. Qu'est-ce que le coaching? Est-ce que c'est quelqu'un qui entraîne des footballeurs dans la première ligue anglaise? Donc, qu'est-ce qu'un coach Justement, c'est bien que tu démarres par ça. Parce que le sport, justement, est un endroit où on voit bien la confusion. C'est-à-dire que dans le sport, tu as effectivement l'entraîneur, qui est la personne qui a une connaissance technique du sport dans lequel il entraîne effectivement des joueurs. Si tu parles du foot, voilà, il a une connaissance technique du foot pour pouvoir effectivement entraîner des footballeurs. Ça veut dire qu'il a été lui-même footballeur et qu'il va faire de la transmission technique et stratégique éventuellement vers les joueurs. Par contre, le coach, lui, n'a pas forcément, et c'est même à la limite presque nécessaire qu'il n'ait pas de connaissance technique du métier. Parce que le coach, il va faire travailler, en fait, si on parle du sport, parce que là, on parle du sport, après, on ira vers d'autres champs, mais soit dans le sport, le coach sportif, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps aussi le préparateur mental. C'est quelqu'un qui va faire travailler les joueurs, les sportifs, sur tous les freins internes qu'ils vont avoir, en fait, à pouvoir justement développer leur potentiel et atteindre quelque part l'excellence. On a tous des freins à l'intérieur de nous, en fait, qui nous appartiennent, qui sont des freins cognitifs, parfois émotionnels. Et l'idée du préparateur mental, c'est de permettre aux joueurs, à un moment, de ne pas se planter, entre guillemets, en tout cas de ne pas faire de contre-performance par rapport à un frein qui est vraiment un frein inhérent à leur parcours, à leur confiance en eux, à leurs émotions, à des représentations qu'ils ont d'eux par rapport à d'autres joueurs, par rapport à un match en particulier, par rapport à des enjeux. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissance du sport par rapport à ça, puisqu'on peut travailler finalement, on peut travailler dans tous les sports quand on est préparateur mental ou coach sportif. Donc après, souvent, les coachs qui font ça le font par rapport à une appétence, par rapport à des sports en particulier, mais pas par rapport à une pratique. Et je dirais même, comme je disais tout à l'heure, c'est presque dangereux, parce que si tu as la pratique, tu risques de glisser sur le conseil. Et les coachs, en fait, on n'est pas là pour conseiller. On est là pour permettre, effectivement, aux personnes de lever les freins et donc de pouvoir accéder au meilleur d'eux-mêmes. Mais pas par la technique. Et donc, l'entraîneur et le coach dans le sport sont extrêmement complémentaires. Mais c'est deux métiers très, très différents. Ok. Est-ce qu'on pourrait compléter cette définition du coaching à travers l'image? Qu'est-ce que tu dirais? Quel élément tu ajouterais en plus par rapport à ça? Tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'éthique. Qu'est-ce qui définit encore le coaching? Alors, si tu veux bien, je vais encore faire le détour par ce que n'est pas le coaching. On a parlé, par exemple, d'entraîneur, tu vois. Donc, un entraîneur, c'est pas un coach. Même si on entend bien dans le sport que les sportifs appellent leur entraîneur coach, mais c'est pas un coach au sens où on l'entend par rapport au métier, en fait. De même qu'un enseignant n'est pas un coach. Souvent, par exemple, dans le chant, on entend parler de coach vocal, c'est extrêmement fréquent. Un prof de technique vocale, comme je le fus moi avant, n'est pas un coach. C'est un enseignant, c'est un prof. C'est un entraîneur aussi quelque part, un entraîneur de la voix, tu vois, mais c'est pas un coach. Un conseiller n'est pas un coach. Quelqu'un qui fait du conseil, qui donne du conseil, n'est pas un coach. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment important parce qu'on voit aussi souvent ça. Par exemple, on voit à la télé des coachs pour redécorer son appartement. Non, ils viennent donner des conseils aux gens. Mais c'est autre chose, c'est pas des coachs, en fait. Tu vois, donc ça, c'est important pour moi de bien définir déjà par rapport à ce que c'est pas, parce que ce terme aujourd'hui est très à la mode et finalement un peu galvaudé. Et je dis pas que les autres métiers, encore une fois, c'est important, ne sont pas bien, mais c'est d'autres métiers, en fait. Et c'est important de bien définir cette différence entre ces métiers. Après, ce qui va faire le coach, c'est vraiment quelqu'un qui va permettre à la personne qui l'accompagne de faire émerger chez elle toutes les ressources qui vont lui permettre de régler les problèmes qu'elle a réglés ou d'atteindre les objectifs qu'elle a atteints.
Toi, on est vraiment là pour faire accoucher des ressources qui vont permettre à la personne d'aller vers. Notre postulat étant que les clients qu'on accompagne ou les groupes de clients, parce que parfois on peut coacher des équipes ou des groupes, hein, donc c'est des choses qui sont possibles. On part du postulat qu'ils ont les ressources en eux, mais que quelque chose les empêche en fait d'y accéder. Et donc l'idée, c'est leur permettre d'accéder à ces ressources pour trouver les solutions qui vont leur permettre d'aller effectivement vers quelque chose. Donc nous, on construit avec eux des interventions qui vont permettre l'émergence de ces solutions. Mais les solutions, on ne va pas leur donner, on ne va pas leur dire la solution, c'est ça. Parce que ça, c'est du conseil. On va leur permettre de les trouver en eux parce qu'en fait, on part du principe que chacun va trouver ses solutions à sa manière par rapport à son parcours, par rapport à ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être, sa personnalité, et que la même solution donnée à tout le monde ne fonctionnerait pas. Et donc, l'idée, c'est de faire émerger chez la personne la solution singulière qui lui appartient et qui va lui permettre vraiment d'aller vers ses objectifs, encore une fois, de régler les problèmes. Parce qu'en coaching, on peut à la fois résoudre des choses, on appelle ça du coaching de résolution, mais on peut aussi faire du coaching vraiment de développement. On va permettre à la personne de développer des choses pour aller vers des objectifs. Super. Et vraiment, l'outil qu'on utilise le plus dans le coaching, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est de poser des questions pour que les gens, justement, puissent trouver les réponses. Et aussi parce que c'est plus pédagogique, c'est toujours plus agréable que moi-même, je me dise, bon, si j'ai des problèmes de surpoids, c'est peut-être parce que je mange trop de sucre, plutôt que ma femme qui vienne me le répéter tout le temps, tu manges trop, tu manges trop. Est-ce qu'il y a eu aussi cette idée pédagogique? Pourquoi le coaching est un outil qui est très pertinent pour toi, plus que du conseil et de la formation? Alors, je dis pas que le conseil et la formation ne sont pas pertinents, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis que simplement c'est différent. Par contre, effectivement, très souvent viennent voir des coachs, des personnes qui ont déjà vu des gens qui les conseillaient. Par exemple, tu vois, tu parlais de problèmes de poids. Quelqu'un qui a un problème de poids, qui a déjà vu des nutritionnistes ou qui a fait des régimes et que ça ne marche pas, peuvent à un moment venir voir un coach. Et avec le coach, effectivement, l'idée, c'est de trouver ce qui empêche la personne d'aller vers, effectivement, ce qu'elle souhaite. Tu vois, donc, effectivement, tu as raison de dire que le questionnement est très important, mais c'est pas les seuls outils du coaching, même si c'est extrêmement important. On va questionner, les coachs, on questionne beaucoup avec des questions, on va dire, assez stratégiques qui sont pas du tout les questions habituelles et qui vont faire que ça va amener une réflexion différente de la réflexion habituelle. Mais on peut faire d'autres choses, en fait. Hein, on peut parfois amener d'autres éléments. Et puis, on est encore une fois, il y a des approches assez stratégiques du coaching dans lesquelles on va finalement créer quelque chose qui va empêcher la personne de faire ce qu'elle fait d'habitude et qui ne marche pas. Tu vois, par exemple, c'est d'autres formes d'outils. Mais tu vois, il y a plein de façons, effectivement, d'accompagner la personne. Et la première chose qui est extrêmement importante en coaching, si je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus loin par rapport à Oui, ça, bien sûr, bien sûr. c'est, tu vois, les gens viennent nous voir et à un moment, ils ont un problème. Et nous, les coachs, une des premières choses qu'on va faire, c'est d'aller comprendre comment cette personne qui est en face de nous construit de manière tout à fait singulière son problème. Parce qu'on a tous des façons différentes de construire nos problèmes. Et on va vraiment aller de manière très chirurgicale dans le détail de la construction du problème de cette personne. Alors, on le fait en collaboration avec la personne, évidemment, en lui posant plein de questions. Et on va voir comment elle le construit. Parce qu'une fois qu'on a vu à quel niveau véritablement se construit le problème et à quel niveau il s'entretient aujourd'hui, c'est quand les personnes viennent nous voir qu'elles ont un problème depuis quelques années, elles sont en train de l'entretenir, le problème, parce qu'il est toujours là. Et donc, une fois qu'on a compris avec la personne comment elles entretiennent le problème, là, on va pouvoir trouver comment le déconstruire, du coup, comment construire la solution. Et ça, c'est déjà un outil extrêmement puissant dans le coaching, c'est d'aller dans ce côté très chirurgical et très singulier chez chacun de la façon de construire effectivement la situation problème ou la situation qui empêche en tout cas d'aller vers un objectif défini. Wow. Tu vois, et là, du coup, on va pouvoir après construire une solution extrêmement adaptée. Et c'est là qu'on peut voir, quand je te dis ça, qu'il n'y a jamais de solution clé en main. C'est toujours des solutions qui vont être adaptées à chacun et c'est du sur-mesure en permanence, en fait. Et dans un esprit extrêmement collaboratif avec la personne qu'on accompagne, parce qu'effectivement, c'est vraiment dans cet échange que l'on va pouvoir construire quelque chose. Et finalement, le client qui est en face de nous ou la cliente nous disent en permanence ce qui est bon pour elle. Et c'est là que les coachs, on doit avoir vraiment une ouverture totale à écouter ce que l'autre nous dit, parce qu'il nous dit toujours ce qui est bon pour lui ou pour elle, pour avancer en fait. Et si on écoute bien ça, on va pouvoir vraiment accompagner la personne de manière efficace. Et c'est tout un travail, tu vois, tu parlais tout à l'heure du questionnement, et l'écoute est extrêmement importante en coaching. C'est de savoir vraiment écouter dans le détail, sans avoir en permanence des espèces de pensées parasites qui viennent nous amener très vite à interpréter ce qui est dit, etc. Tu vois, d'être beaucoup plus dans la neutralité, dans l'écoute. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi.
Super. Alors, je suis interpellé aussi par le terme que dans ta présentation, tu parles aussi d'être thérapeute. Donc, est-ce que tu es aussi thérapeute? Quelle est la différence avec le coaching? Est-ce qu'un psychologue est coach ou est-ce qu'elle utilise des techniques de coaching? Tu peux te définir un peu ce que tu appelles toi thérapeute? C'est quoi le Oui. psychologue? En fait, moi, je suis praticien en thérapie brève. Donc, praticien en thérapie brève, ça veut dire que je travaille sur des techniques thérapeutiques qui sont des techniques qui sont très pragmatiques, où on travaille sur des sujets précis. Donc, finalement, c'est assez proche du coaching. Ce qui différencie les deux, c'est pas tant les méthodologies, c'est les sujets sur lesquels on travaille. C'est pour ça qu'il faut avoir été formé. Moi, j'ai été formé après sur d'autres choses que le coaching lui-même, ce qui me permet d'être praticien en thérapie brève. Tu peux nous donner un exemple concret pour qu'on comprenne mieux quel type de thérapie tu offres? Quel type de thérapie tu veux dire que je te décrive Un client type. Un client type et un un client problème. type? Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui viennent travailler sur des phobies. OK. Qui ont des peurs donc très invalidantes, parce que la phobie est une peur qui à un moment c'est un peu emballé et qui peut créer vraiment des choses extrêmement invalidantes pour les personnes. Et donc je travaille beaucoup là-dessus. En général, les gens vont plutôt voir des thérapeutes pour ça. Donc chez moi, c'est eux qui vont définir s'ils viennent voir d'ailleurs le coach ou le thérapeute. Parce que pour moi, la méthodologie sera la même, si tu veux. Je n'utilise pas de méthodologie différente. Simplement, je travaille sur un autre sujet, qui est un sujet qui est en général plutôt thérapeutique. Mais encore une fois, si je m'autorise ça, c'est parce que j'ai fait des formations dans ce sens-là, au-delà de la formation de coaching. Donc pour moi, c'est un métier qui est proche, mais différent quand même. Et c'est plus différent par rapport au sujet qu'on aborde que par rapport à la méthodologie. Parce que le coaching, en fait, c'est construit sur des techniques de thérapie brève. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement proche. Parce que tout à l'heure, tu parlais de coaching de résolution. C'est pas un peu très proche du coup de la thérapie brève? C'est pas la même chose? C'est-à-dire qu'on va résoudre un problème, dans tout dépend quel problème on résout. Si quelqu'un vient nous voir parce qu'elle a un problème, je ne sais pas, relationnel avec son manager, par exemple, on va résoudre le problème. Est-ce que cette personne aurait eu besoin d'aller voir un thérapeute pour ça? À elle de décider. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand quelqu'un vient, comme je disais tout à l'heure, avec une phobie, on est sur un problème qui est quand même beaucoup plus profond, etc. Donc peut-être effectivement, la personne aurait pu aller voir un thérapeute pour ce sujet-là, mais peut-être un coach pourra le faire aussi s'il est formé à ça. Tu vois, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est très important, c'est que, comme je viens de te le dire, le coaching, c'est construit sur les techniques de thérapie brève. Et donc, la manière d'avancer, les façons d'avancer sont très, très proches, voire les mêmes souvent. Encore une fois, c'est les sujets qui vont faire que les gens vont aller plutôt chez le thérapeute ou plutôt chez le coach, en sachant que la thérapie brève n'est pas du tout une thérapie psychanalytique, c'est une thérapie vraiment de court terme sur des séances qui vont de 3 en général à 12 séances à peu près et vraiment travailler sur un sujet précis. La personne veut résoudre tel problème ou atteindre tel objectif. C'est la grande différence, alors que la psychanalyse, c'est une thérapie de long terme, on travaille sur quelque chose de très global en fait, donc c'est très très différent. Alors, tu voulais nous parler de qui peut devenir coach. Aujourd'hui, il y a des termes qui deviennent à la mode, coach en développement personnel, coaching de vie. Est-ce que tu peux aider tout à chacun qui a entendu ça, qui a l'impression que c'est sympa, ouais, on a une réunion, je suis payé pour l'aider à résoudre un problème, j'aime faire ça de toute façon avec ma sœur et mon cousin, voilà. C'est quoi le coaching de vie, le coaching en développement personnel? C'est pour qui? Qu'est-ce que ça implique? Alors, je vais effectivement déjà peut-être parler des différentes formes de coaching, Ouais. et après j'irai vers effectivement c'est pour qui, etc. Donc, tout d'abord, le coaching professionnel. Donc, ça, c'est du coaching qui est pratiqué sur des sujets professionnels, comme le nom l'indique. Alors, soit avec un client qui est l'entreprise, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui va payer le coach pour accompagner des collaborateurs de l'entreprise. Alors, soit en individuel, soit ça peut être une équipe, un coaching d'équipe, soit ça peut être un coaching de groupe. Il y a certaines formes de coaching de groupe. On va accompagner plusieurs personnes dans le même groupe. On appelle ça souvent de la facilitation, d'ailleurs. C'est un peu différent, mais enfin, bon, c'est souvent, il y a des choses assez proches, néanmoins, des troncs communs. Tu peux avoir du coaching de service, voire du coaching d'organisation. Il va y avoir un coaching sur l'organisation complète. Donc ça, c'est vraiment du coaching professionnel avec des coachs externes. Après, tu peux avoir du coaching professionnel avec des coachs internes. Donc ça, c'est des salariés de l'entreprise qui vont coacher d'autres collaborateurs de l'entreprise en interne. D'accord? Ça implique que l'entreprise soit suffisamment grande pour que les coachs ne connaissent pas les personnes qu'ils vont accompagner. Sinon, ça pourrait poser des difficultés. Donc, c'est en général dans les grands groupes qu'on trouve ça. Ensuite, tu as le coaching effectivement personnel, qu'on appelle aussi le coaching de vie, le life coaching. Donc, c'est les 3 termes qu'on va employer. Et là, c'est un coaching où on va accompagner effectivement des particuliers qui viennent nous voir par rapport à des sujets qui sont liés à leur vie plutôt perso, plutôt qu'à la vie pro, en fait. Donc, ils vont venir, par exemple, ils ont un problème de confiance dans certaines situations, ils ont un problème relationnel entre la femme et le mari, ils ont un problème aussi avec les gamins, ils ont
un problème d'estime d'eux-mêmes, ils ont un problème ils veulent monter un projet, puis ils se rendent compte qu'il y a des freins, que ça bloque, il y a plein de choses qui leur manquent. Enfin, il peut y avoir plein de sujets. Tu as des gens qui se spécialisent avec les demandeurs d'emploi, coaching de retour à l'emploi, d'autres avec des jeunes, coaching d'orientation. Tu vois, donc ça peut prendre vraiment plein de formes différentes. Après, les particuliers peuvent aussi venir avec un sujet professionnel. Donc là, on dira que c'est encore du coaching professionnel, sauf que le client, c'est la personne directement, c'est pas l'entreprise. Donc c'est un cas particulier où on reste au coaching professionnel. Ensuite, coaching de développement personnel, c'est dans le cadre, à mon avis, du coaching perso, il va toujours y avoir l'idée du développement personnel derrière, et même dans le cas du coaching pro. Donc pour moi, le coaching en développement personnel va aller dans tous ces champs-là, en fait, parce que dès lors que l'on accompagne quelqu'un, forcément, elle développe quelque chose sur elle-même. Donc pour moi, c'est un peu un terme qui englobe un peu tout, en fait. Après, on parle de coaching aujourd'hui, de coaching relationnel aussi. Donc, c'est vraiment un coaching où on travaille sur les difficultés relationnelles, donc soit en famille, soit dans le travail, etc. On parle aujourd'hui de coaching thérapeutique. Donc, c'est un coaching qui se rapproche justement de sujets thérapeutiques. Donc, c'est là que la frontière est parfois un peu ténue entre les deux. Voilà. Après, tu as le coaching sportif. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est la préparation mentale. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on l'a évoqué suffisamment dans le détail tout à l'heure. Tu as le coaching également artistique, qui est similaire finalement au coaching sportif, c'est-à-dire que c'est des préparateurs mentaux pour des artistes, des gens qui font de la scène, etc., et qui ont aussi leurs propres blocages, leurs propres difficultés. Donc, il y a des coachs qui peuvent les accompagner par rapport à ça. Donc, ça peut prendre beaucoup de formes, en fait. C'est assez varié, et à chacun après de définir dans quelle sphère il a envie de travailler. Tu as des gens qui sont assez pluridisciplinaires, ce qui est mon cas. Moi, je travaille à la fois en entreprise, avec des particuliers sur des choses relationnelles, des choses plus thérapeutiques. Je travaille avec des familles. Je travaille j'ai beaucoup travaillé avec des artistes du fait de mon parcours aussi. Voilà, le seul endroit où je ne suis pas allé encore pour l'instant, c'est le coaching sportif. Peut-être que j'irai un jour, mais là, je suis pas. Génial. Merci pour cette présentation très détaillée et exhaustive. Maintenant que tu nous dis tout ça, on a l'impression que tout le monde pourrait devenir coach potentiellement parce qu'on a tous certaines affinités par rapport à tout ce que tu as décrit. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et voilà, de manière très cash, dis-nous ce que tu en penses. Tout le monde, je ne sais pas, et ce serait peut-être pas à moi d'en juger ici, mais enfin, j'ai donné en tout cas mon avis. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, en fait. Je pense déjà que pour devenir coach, il faut avoir une certaine expérience de vie. Donc, je pense qu'on ne peut pas devenir coach à 20 ans. Même s'il peut y avoir des exceptions. Peut-être que tu as des gens qui, à 20 ans, ont une telle expérience de vie qui seraient déjà en capacité de coacher. Ça peut arriver. Tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas en faire une généralité. En général, les gens qu'on retrouve dans les formations de coaching ont au-dessus de 35 ans. En général. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, ils ont au-dessus de 35 ans. Ils ont déjà un parcours qui leur a permis effectivement de pouvoir L'idée, c'est que quand tu te formes, c'est de pouvoir après en profiter pleinement. Tu vois, et pas te retrouver bloqué par rapport à ce nombre de choses. Donc, l'expérience, d'une part professionnelle, me semble importante. L'expérience de vie aussi. Donc, ça veut dire le travail sur soi. Un coach, en fait, doit avoir réglé, on ne règle jamais 100% de ses problèmes, mais en tout cas, doit avoir réglé pas mal de ses propres problèmes pour ne pas les mélanger avec les problèmes des gens qui l'accompagnent. Ça, c'est extrêmement important. D'avoir la distance, en fait. Les gens viennent avec une problématique. Je ne dois jamais mélanger la mienne avec. Donc, ça veut dire que j'ai suffisamment de connaissances de mes problématiques, de qui je suis. Je me connais suffisamment pour savoir effectivement le moment où je pourrais dépasser un peu, tu vois, la frontière. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire un travail personnel aussi. Souvent, les gens qui font du coaching sont des gens qui ont fait un certain nombre d'années de thérapie, etc., qui leur ont permis de gratter un certain nombre de choses. Mais encore une fois, on ne peut pas en faire une règle absolue. Tu as des gens qui arrivent à se développer personnellement sans en passer par de la thérapie ou d'autres choses. Tu vois, voilà. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'avoir suffisamment de clarté par rapport à soi. On ne peut pas mélanger tout ça. Après, je pense qu'il y a des appétences. Je pense que quand on devient coach, par exemple, je dirais aux gens, si vous voulez gagner bien votre vie, ne devenez pas coach. C'est le moteur. Il faut qu'il y ait autre chose derrière. Sinon, d'abord, ils seront malheureux au bout d'un moment et puis ça ne va pas marcher. Il faut avoir vraiment une appétence pour l'accompagnement. Il faut avoir envie vraiment d'accompagner des êtres humains. Donc, il faut avoir envie de connaître des êtres humains extrêmement différents. Il faut avoir une curiosité pour les humains. Parce que l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va rentrer dans l'univers de quelqu'un qui est parfois très, très différent de nous. Et on va être un bon coach si on rentre dans leur univers à eux et pas si on reste dans le nôtre, en fait. Donc, il faut avoir cette envie. Donc, ça veut dire aussi sûrement des qualités d'empathie assez fortes. Tu vois, si je peux me mettre à la place de l'autre, je peux essayer de le comprendre, même si je ne le comprendrai jamais complètement, mais en tout cas, je peux me mettre à sa place. Donc, ça, c'est des choses pour moi qui sont importantes pour les coachs. Donc, la personnalité va jouer aussi, en fait. Il y a des gens qui ont des personnalités qui sont souvent plus aptes à aller vers le coaching que d'autres. Mais encore une fois, je ne peux pas en faire une règle non plus.
Tu vois, je ne vais pas dire que certaines personnalités ne pourraient pas être coach, mais il y a peut-être certaines qui ont plus d'aptitude. Ok, comme quoi, quel type de personnalité? Ben, je te dis, des gens qui ont une dimension empathique, qui ont une personnalité assez forte. Hein, cette empathie, cette curiosité, cette envie d'aller vers l'humain, de comprendre l'humain, de l'aider, en fait. C'est de la relation d'aide, de coaching. Hein, donc, j'ai envie d'aider les autres. Quelqu'un qui n'a pas cette envie-là, ça va être compliqué. Hein, donc, je pense que c'est des qualités importantes liées au parcours de vie, au parcours personnel, au parcours professionnel, qui va faire qu'à un moment, effectivement, on sent qu'on est un peu appelé par ce genre de travail. Hein, donc on voit d'ailleurs souvent des gens qui vont vers le coaching parce qu'ils ont été un peu cassés par la vie. Cassés par l'entreprise, par exemple, etc. Des gens qui ont fait des burn-out, etc. Et je trouve que c'est pas mal d'ailleurs, parce que à condition qu'ils aient reconstruit. Toi, dès lors qu'ils ont fait la reconstruction, je pense que justement, ils peuvent devenir aussi de bons coachs parce qu'ils ont traversé ces choses difficiles, ils en ont fait quelque chose, tu vois. Et ça peut, alors c'est pas non plus une condition sine qua non, on est bien d'accord, mais on voit souvent ça aujourd'hui, hein, des gens qui quittent l'entreprise parce qu'ils ont été pas mal malmenés et qui finalement ont envie d'aider les autres, peut-être pour, du fait de leur expérience, se dire voilà, je vais les aider à ne pas peut-être reproduire ce que j'ai reproduit. Alors après, ça peut être un bon moteur à condition d'avoir dépassé leur propre problématique à eux, pour encore une fois ne pas la mélanger à celle des autres, puisque les autres le vivent, mais autrement, à leur façon en fait. Génial, génial. Tout ça, ça clarifie beaucoup de choses, je pense. On aimerait savoir un peu comment on se forme au coaching, quelles sont les solutions. Est-ce que tu peux nous faire un peu un panorama des différentes possibilités? Alors, il y a deux grandes façons de se former. C'est soit l'université, soit les formations privées. Les deux sont intéressantes. L'université, parfois, pour certains, peut être plus intéressante parce qu'il y a le diplôme universitaire à la fin, qui est soit un bac plus 4, soit un bac plus 5. Donc, certains se sentent plus légitimes avec ça, mais après, c'est chacun de voir. Il y a des coachs qui sortent d'écoles privées qui se sentent tout à fait légitimes. Les formations, à mon sens, qui ont une vraie valeur en formation de coaching, doivent faire au moins 30 journées. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Je vois aujourd'hui des formations en 10 jours de coach, 10 jours en ligne. Je dis non. Moi, je pense que c'est pas une bonne manière de se former, surtout qu'en ligne en plus, parce que la formation coaching, ça demande beaucoup d'entraînement en groupe, etc. Et ça me semble très, très compliqué. Donc, je pense qu'il faut compter une trentaine de jours de formation minimum. Il y en a qui font un peu plus, mais je pense qu'il faut une bonne trentaine de jours. Encore une fois, université ou pas université, après, chaque école a ses approches. Je pense que ce qui est important pour les gens qui se forment, c'est d'aller voir déjà les différentes approches dans les écoles, que ce soit privées ou universitaires. Et ensuite, le meilleur moyen, c'est de contacter des gens qui sont formés pour savoir ce qu'ils pensent des différentes formations, etc. Il y a des formations qui sont excellentes aujourd'hui, il y a des formations qui sont moins bien, voire certaines qui sont, à mon sens, limites. Et je pense que c'est vraiment important de prendre des renseignements auprès de personnes qui sont formées dans ces écoles pour avoir effectivement des avis. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour dire si une formation est valable ou moins valable. Après, encore une fois, il peut y avoir aussi des affinités avec certaines façons de coacher en fait et d'enseigner du coup. Les universités n'ont pas toutes le même axe dans leur formation, donc c'est intéressant d'aller voir aussi les programmes, ce qu'ils proposent. Il y a des choses qui sont différentes. Pareil dans les écoles privées, il y a des axes qui sont différents, donc aller voir un petit peu, voir si on se sent en affinité avec l'un ou l'autre. Après, une question de tarif aussi. Il y a des formations privées qui peuvent être très chères parfois. Il y en a qui montent à plus que 15 000 euros en fait, donc ça fait beaucoup. Dans d'autres formations qui sont plutôt aux alentours de 5 000, 6 000 euros. C'est souvent le cas des formations universitaires, elles sont à peu près dans cette zone-là, tu vois, 5 000 euros, c'est à peu près en moyenne. Donc, il y a aussi cet aspect qui est vraiment important. Tu as des formations, après, il y en a la plus chère, je crois qu'elle fait 50 000 euros en France. Ah oui. En général, c'est les entreprises qui les payent à des salariés, mais c'est rarement des particuliers qui vont se la payer. C'est quand même très, très onéreux. Okay. Et c'est pas pour autant, dans le sens qu'elles sont meilleures. Hein. C'est juste que c'est des écoles de renom sur d'autres niveaux. C'est des grandes écoles, en fait, qui ont fait leur formation de coaching. Et du coup, c'est ce renom-là qui est. Oui, et en termes de formation de coach en soi, je suis pas sûr qu'elle soit supérieure aux autres. Quoique, il y a quand même une chose qui est importante, parce que j'ai un ami qui a suivi une formation de coaching, c'est quand même les contacts, les autres coachs, les autres étudiants qui sont là. Bien sûr. Et donc, moi, je recommande à personne d'aller prendre une formation de coaching à 50 000 euros, quoique, mais
on est quand même mieux entouré d'un point de vue purement business et networking par la suite. Et ça, on va en parler aussi un peu. Dans la réalité du coach, c'est important. Tu as raison, mais après, ça peut se faire dans n'importe quelle école. Moi, je me suis formé donc à l'université. Et comme je te l'ai dit, je me suis formé au départ pour devenir coach plutôt sur le domaine de l'enseignement de la voix. Ça, je voulais passer justement du training vocal au coaching vocal. C'était d'ailleurs mon sujet de mémoire à l'époque à l'université. Et en fait, à l'université, j'ai fait tellement de rencontres avec des gens qui étaient d'autres univers qu'en l'espace de 2 ans, j'ai professionnalisé en entreprise dans tous les sens et dans d'autres choses. Et du coup, le côté vocal est devenu moins important et puis de moins en moins important. Aujourd'hui, je travaille quasiment plus sur ce sujet-là. Donc, j'ai fait énormément de rencontres, en fait, à la fois avec des enseignants, en même temps avec d'autres, avec des collègues de promo. Et ces gens, il y en a plein avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et ça m'a créé un réseau important. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les grandes écoles qui vont créer ce réseau-là. En plus, dans les grandes écoles, on sait que si on ne sort pas à la base de ces grandes écoles, le réseau ne s'ouvrira pas. Très objectivement. Donc, il faut déjà l'avoir fait le cursus initial. Donc, quelqu'un qui a fait le cursus initial en grande école, peut-être, aura envie de faire la formation dans une grande école. Et je suis pas sûr que quelqu'un qui l'ait pas fait au départ, ça va lui servir beaucoup, en fait. J'en suis pas convaincu. Et puis, de toute façon, dans ce que tu dis, c'est que tout dépend de comment on se comporte, si on est proactif ou pas dans les contacts qu'on va aller avoir dans notre networking. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de ça, de la réalité du coach, de la réalité économique, entrepreneuriale. Voilà, comment on peut faire en sorte qu'on n'ait pas une toute nouvelle génération de coachs parce que c'est quelque chose à la mode, qui deviennent des artistes un peu fauchés et qui font la manche dans le métro. Voilà, j'exagère un peu juste pour que les gens comprennent. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette réalité économique, les avantages, les inconvénients, et des choses à éviter? Bien sûr. Déjà, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sortent de formation de coaching qui ne deviendront pas coach. Il faut le savoir. Tout le monde ne deviendra pas coach. Ça, c'est des statistiques, en fait. C'est qu'on le sait. C'est pas facile derrière de professionnaliser, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le marché est quelque part un peu saturé, même s'il y a beaucoup de demandes, de plus en plus, particulièrement d'entreprises, mais même avec les particuliers, parce qu'on est dans un monde qui génère pas mal de difficultés, de souffrances, et donc du coup, il y a des besoins réels qui ne sont pas forcément des besoins thérapeutiques. Et les gens vont plus vers des coachs pour ces besoins-là. Par contre, c'est pas si simple que ça de professionnaliser. C'est quelque chose qui est pas si évident. La plupart des coachs sont sur, en général, 2 ou 3 activités en parallèle. Ce qui est mon cas. Moi, je suis formateur, je suis coach, je suis thérapeute, je suis formateur, je fais de la facilitation aussi. En fait, moi, j'ai plusieurs casquettes qui sont avec un tronc commun, si tu veux, mais j'ai plusieurs casquettes. Il y en a qui sont il y en a beaucoup qui sont thérapeutes et coachs, donc qui sont par exemple des gens qui étaient psy à la base, qui sont psychothérapeutes et coachs. Tu en as qui sont coachs tout en ayant un métier à côté salarié aussi, qui ont pris un 4/5e ou un 3/5e et qui du coup coachent à côté. Le lancement peut prendre du temps. Il faut avoir vraiment du réseau. C'est vraiment le réseau. Donc quand on ne l'a pas au départ, ce qui était mon cas, il faut se le créer après. C'est les gens qui viennent de l'entreprise. Par exemple, j'ai des collègues qui sont RH de métier. Elles ont un énorme réseau RH quand elles arrivent sur le marché. Évidemment, ça les aide, puisque les RH, c'est quand même en entreprise, c'est nos clients quelque part. Donc, ça les aide. Donc, mais quand on n'a pas ce réseau, il faut se le créer. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une démarche réseau dès le départ, qui pour moi est très, très importante, quel que soit le type de démarche, soit une démarche par rapport effectivement à la formation qu'on a faite, et après en se servant des réseaux sociaux, en fait, tout ce qui est à notre portée aujourd'hui, à notre disposition, j'ai envie de dire. Donc ça prend du temps, la professionnalisation. C'est pas simple de passer d'un quelqu'un qui est salarié. Souvent, je vois ça parce que j'ai souvent des gens qui viennent se faire accompagner justement sur la professionnalisation dans le cadre du coaching, et des gens qui viennent du salariat et qui vont basculer vers l'entrepreneuriat. Du coup, en étant coach, c'est pas toujours facile. Moi, j'étais déjà à mon compte avant d'être coach, donc évidemment, c'était plus facile parce que je suis passé d'une activité à une autre progressivement. Donc ça a aidé effectivement. Donc après, je vois des personnes, par exemple, qui sont au chômage, donc le chômage pendant 2-3 ans, ça leur permet effectivement aussi de faire la transition. Mais de passer directement, c'est pas toujours simple, ça prend du temps. Donc il faut pas penser que le coaching, c'est la poule aux œufs d'or, en fait. C'est vraiment une erreur. C'est vrai, quand on a des contrats, on est bien payé, en entreprise en tout cas. Le coaching personnel paye beaucoup moins, c'est sûr, mais après, il y a un vrai intérêt à le faire. Le coaching d'entreprise peut bien payer, mais par contre, il faut avoir des contrats. Et donc, avoir ces contrats, c'est pas si simple que ça aujourd'hui, ça prend du temps. Il y a toute une démarche, donc je pense qu'il faut avoir aussi un côté vraiment entrepreneur, développeur. Sinon, ça peut effectivement être compliqué, en fait. Quelqu'un qui a peur de
d'être dans l'entrepreneuriat, etc., ça peut poser vraiment des difficultés. Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres, être assez cash? Tout à l'heure, tu disais que coacher des particuliers, c'est peut-être moins rémunérateur que d'avoir un gros contrat dans une entreprise. Clairement, le coach de vie qui vient de se former quand même, qui travaille avec des particuliers pour les aider dans leurs relations ou dans leur développement personnel, à combien il peut prétendre facturer? Est-ce que tu pourrais nous donner une Bien sûr. fourchette? Je donne des fourchettes, en fait. Alors, déjà, entre la province et Paris, c'est un peu différent. C'est toujours un peu plus élevé sur Paris qu'en province. On va dire qu'une fourchette sur une heure de coaching, c'est entre 70 et 130 euros pour un particulier. Donc, la fourchette basse, la fourchette haute. Et quand tu es en entreprise, c'est entre 250 et 450 L'heure. de l'heure. Oui. Entre 250 et 450. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de coachs qui sont en dessous de 250. Et c'est des coachs qui cassent un peu le marché. Et les coachs installés, on n'aime pas trop ça. Ils cassent un peu le marché. Puis surtout, quand ils vont dans des entreprises qui connaissent bien le coaching, ils perdent leur crédibilité. Donc, je pense que des coachs, même au début, en fait, doivent facturer, on est entre 250 et 450. Alors après, tu as des gens en executive coaching, s'ils coachent avec des dirigeants de haut niveau, ça peut aller à plus que ça. Il y en a qui sont à 600. Bon, c'est vraiment assez exceptionnel. Okay. Et puis, comment ça marche? À mon sens, c'est raisonnable aussi à un moment. Enfin, c'est mon avis. Ouais, bien sûr. Et comment ça marche concrètement? C'est-à-dire, si demain je contacte Engie, il y a un appel d'offres, et si je décroche le contrat, comment ça se passe? C'est une garantie sur 6 mois? Il y a combien d'heures par semaine? Parce que ces chiffres-là, 250, 500 euros, ça dépend du nombre d'heures qu'on facture au final aussi. Bien sûr. C'est zéro garantie, en fait. Tu as plusieurs cas de figure dans le coaching d'entreprise. Là, je parle de coaching d'entreprise. Soit tu as un référencement, c'est-à-dire que le coach, il est référencé par les services RH dans une entreprise. Donc, il fait partie du pool de coach de l'entreprise, en fait. Et du coup, on va lui envoyer régulièrement des personnes à coacher, alors plus ou moins régulièrement. Ça dépend des entreprises. C'est-à-dire que les RH font le tri en fonction des sujets, des personnalités des collaborateurs et des coachs, s'ils vont envoyer chez tel ou tel coach parce que ça leur semble plus pertinent, en sachant qu'on est toujours mis en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a entre guillemets des castings de coach. C'est-à-dire qu'on est toujours mis en concurrence. Chaque futur coaché rencontre entre 2 et 4 coachs en général. Donc il fait son choix après. Donc c'est jamais assuré. Là, on n'a jamais l'assurance effectivement d'être choisi. Donc il n'y a pas de garantie, même si un référencement en général amène une certaine quantité dans l'année, mais il n'y a aucune garantie. Et après, dans d'autres entreprises, c'est vraiment c'est un peu au cas par cas. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas référencée, mais l'entreprise a un besoin. Elle te connaît, elle fera appel à toi de temps en temps. Si elle est contente, elle refera appel à toi après. Mais il n'y a pas forcément un référencement, en fait. C'est-à-dire que le coaching dans ces entreprises-là est moins institutionnalisé que dans d'autres entreprises. Et du coup, il faut un appel de temps en temps à des coachs. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir, effectivement, pour un coach, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelques référencements dans des grosses boîtes. Et puis après, avoir d'autres petites boîtes, des boîtes plus petites, ou en tout cas où le coaching est moins institutionnalisé, pour pouvoir effectivement avoir en permanence de l'activité. En sachant que c'est des activités, il faut aussi s'attendre à ça quand on est coach, c'est qu'il y a des moments, tu peux pendant 2 mois, il n'y a plus rien qui rentre, et puis d'un seul coup, il y a plein de trucs qui rentrent, et puis voilà, l'idée c'est que ça dure pas trop longtemps quand ça rentre pas. Mais ça peut arriver. C'est là aussi que c'est intéressant parfois d'avoir des métiers complémentaires comme la formation, etc., ce qui permet effectivement de diversifier et d'avoir des revenus annuels qui sont suffisants en fait. Ouais. Alors en marketing, on va parler d'avatar client, de personnage. J'imagine que c'est pareil quand on cherche des clients en coaching. Comment on fait pour définir? Est-ce que je vais vraiment travailler avec les gens de 20 à 60 ans, plus des gens entre 50 et 60 ans, plus peut-être que des femmes parce que je suis une femme ou plus que des hommes? Aussi, au niveau CSP, parce que tout le monde ne peut peut-être pas se payer 70 euros, 100 euros un coach. Donc, est-ce que tout de suite, il faut aller chercher des gens qui ont des revenus un peu plus hauts? Comment tu fonctionnes quoi? Comment les coachs fonctionnent et quels conseils tu donnes habituellement? Par rapport effectivement je prends ta deuxième question, je reviendrai peut-être sur la première après. Par rapport aux tarifs, c'est sûr que les tarifs sont élevés. Des gens qui ont des petits revenus ne peuvent pas se payer un coaching. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est un certain nombre de coachs où on fait parfois du coaching solidaire, c'est-à-dire c'est du coaching gratuit. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence à bien gagner notre vie, on se dit de temps en temps, on va offrir un cycle de coaching à une personne qui n'a pas les moyens.
Donc, il y a des associations qui s'occupent de ça, qui nous mettent en contact avec ces gens-là. Donc, c'est une façon de pouvoir aussi donner aux gens qui n'ont pas les moyens. Donc, au départ, c'est pas ce qu'on cherche à être rémunéré, même si ça peut aussi être une forme d'entraînement aussi au départ pour des coachs qui débutent. Mais voilà, effectivement, il faut avoir certains moyens. Après, de cibler la clientèle qui a les moyens, c'est très, très compliqué. En fait, moi, je sais jamais quand quelqu'un va me voir s'il va avoir les moyens ou pas les moyens. Tu vois, c'est un peu difficile. Donc, sur le coaching perso, j'ai envie de dire que de toute façon, les gens qui viennent en coaching sont en général les gens qui savent qu'ils vont pouvoir payer les séances. Les autres ne viennent pas, et malheureusement pour eux, parce que c'est vrai que je comprends que ça pourrait être très utile aussi. C'est pour ça qu'existe d'ailleurs le coaching solidaire. Ensuite, par rapport au type de personnes à coacher, là, tu disais des hommes, des femmes, des 20 ans. Je pense que c'est vraiment une question d'appétence de chacun. Les gens qui font par exemple du coaching d'orientation pour des jeunes, c'est parce qu'ils ont vraiment cette envie d'accompagner des jeunes dans leur développement, etc. Donc c'est vraiment une question d'appétence. Moi personnellement, je suis assez ouvert. Moi j'aime bien en fait la diversité. Donc je suis assez ouvert à accompagner tout type de personnes sur plein de sujets différents. C'est un choix personnel, mais après, on peut effectivement, vraiment, il y a des gens qui préfèrent être sur une cible, ce qui peut aussi leur permettre d'ailleurs de trouver du business en étant sur une cible. Parce que cibler énormément peut permettre vraiment d'avoir une vraie reconnaissance sur cette cible-là, et du coup, ça peut effectivement permettre de développer. Donc, les deux à mon sens, sont possibles. C'est vraiment chacun qui va choisir. Moi, ce qui m'anime, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette diversité, cette curiosité. Et donc, j'aime bien, moi, j'ai accompagné des gens les plus jeunes que j'ai accompagnés, je pense, avaient 9 ans, et la plus âgé devait avoir quasiment 80 ans. Quoi. Donc, tu vois, c'est très, très éclectique. Et sur des sujets extrêmement variés. Donc, Ouais. Et du coup, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que toi-même, tu as un coach où on entend de plus en plus souvent le terme de auto-coaching? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que, pour ceux qui veulent pas devenir coach et qui ont suivi cette présentation, mais qui veulent quand même s'approprier quelques éléments de coaching, bon, déjà, ils peuvent faire appel à un coach, ça c'est une chose. Mais est-ce que tu crois en ça, l'auto-coaching, de s'appliquer ses propres outils? Parce que j'imagine que les coachs réfléchissent et discutent, dialoguent avec eux-mêmes aussi un peu dans leur tête, non? Alors, je vais répondre d'abord quand tu dis est-ce que moi-même j'ai un coach, ça m'amène à un sujet qui est très important pour le coaching, c'est que les coachs, on a tous des superviseurs. Moi-même, j'ai un superviseur, mais je suis aussi superviseur d'autres coachs. Et le superviseur, c'est bien un coach de coach quelque part. Tu vois, c'est quelqu'un chez qui on va amener ce qui peut nous poser problème avec un accompagnement. L'idée, c'est de sécuriser au maximum les personnes qu'on accompagne. Donc, quand il y a un truc qui nous pose problème et qu'on n'arrive pas, nous, à prendre le recul nécessaire, on l'amène chez un superviseur, en fait. Ça peut être aussi un superviseur, quelqu'un qui va te coacher et t'accompagner sur une période de vie difficile, qui met ton métier, parce qu'on est dans des métiers où on accompagne les gens, et quand nous-mêmes on est en difficulté, c'est plus difficile d'accompagner les gens. Donc on a besoin de prendre du recul sur nos difficultés. Donc le superviseur peut aussi t'accompagner à ça. Donc c'est quelque chose, dans l'éthique du coaching, c'est indispensable. On a tous des superviseurs, et tous les coachs, même les plus expérimentés, ont un superviseur. Ça me semble vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, c'est pour l'idée du coach de coach. Après, si vraiment à un moment, moi, dans ma vie, je vais avoir un problème plus fort, je vais aller voir un thérapeute aussi si c'est nécessaire. En fait, l'idée, c'est que quand on fait ce métier, on se doit à cette espèce d'hygiène de pouvoir, au fur et à mesure, tu vois, c'est vraiment pour moi très important. Au fur et à mesure, régler ce qu'il y a à régler pour pouvoir faire notre métier au mieux. On se le doit à soi, mais beaucoup à nos clients, évidemment. Ensuite, l'idée de l'auto-coaching, je pense qu'on peut toujours soi-même s'aider. Par contre, sur plein de sujets, c'est vachement compliqué. Et on dit souvent les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, et on se rend compte en tant que coach en quel point ça peut être difficile de s'appliquer à soi-même les méthodes que l'on applique avec d'autres. Et qu'on a aussi besoin d'avoir en face de nous une personne qui va nous permettre de se l'appliquer. Tu vois, et moi, c'est très intéressant parce que quand j'ai eu l'occasion d'aller voir en face de moi un coach pour travailler sur quelque chose, et je voyais les techniques employées à certains moments, mais tout en me laissant aller à ça. Et moi-même, je n'étais pas en mesure de le faire moi-même. C'est très compliqué de prendre du recul par rapport à soi. C'est très difficile. Alors, sur certains sujets, on va y arriver. Dans ce cas-là, très bien. Comme tout le monde, d'ailleurs, il y a des sujets sur lesquels on arrive à régler son truc tout seul. On n'a pas besoin de se faire aider. Et puis, sur d'autres sujets, c'est plus compliqué, même quand on est coach. Donc, je pense qu'on n'a pas cette toute-puissance de pouvoir soi-même toujours s'accompagner, que parfois on a besoin. Et tu sais, le coaching, on est dans une position extrêmement d'humilité par rapport à l'autre, parce qu'on ne sait pas trop pour l'autre. Tu vois, on est toujours dans cette espèce d'humilité qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important dans le coaching. Et je pense que c'est important de l'avoir pour soi aussi. Dans cette humilité de se dire, parfois, j'ai besoin aussi qu'on m'aide, parce que c'est pas parce que je connais tout ça que je suis capable de
de tout régler pour moi et que parfois j'ai besoin aussi d'être aidé. En plus, quand on est coach, de se faire coacher de temps en temps, ça amène plein de choses intéressantes en fait. C'est pas... tu vois, ça apprend des choses aussi sur soi en fait, hein, donc c'est bien. Super. Alors, Frédéric, tu diriges 6 instituts. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Les gens qui sont intéressés par le coaching, qui veulent explorer cette voie, s'ils veulent travailler avec toi ou est-ce qu'il y a des programmes que tu recommandes? Qu'est-ce que tu as à nous partager maintenant? Alors, le C-Institut, c'est pas un institut qui forme des coachs. Hein, c'est un institut qui forme des professionnels de l'accompagnement. Donc, c'est des gens qui sont déjà coachs ou thérapeutes ou dans le domaine social ou dans le domaine RH, parfois des managers sur d'autres choses, etc. Tu vois, des gens qui accompagnent d'autres personnes et qui les forment à certaines techniques particulières, qui c'est ce qu'on appelle les techniques systémiques, en fait. Hein, donc, c'est vraiment une façon très particulière et très pointue d'accompagner les personnes. Et donc, les gens qui viennent au C-Institut pour se former sont des gens qui sont déjà dans l'accompagnement et qui veulent développer des techniques encore plus pointues d'accompagnement et spécifiques. Sans devenir coach pour autant. Alors, certains sont déjà coachs, mais ceux qui ne sont pas coachs ne deviendront pas coachs. C'est-à-dire qu'ils continueront leur métier d'accompagnant, quel qu'il soit, en incluant dedans ces techniques spécifiques. Hein, donc, on a aussi institut un volet à la fois avec des particuliers, avec des consultants, coachs, etc., et avec des entreprises. Et on agit à la fois en faisant de la formation, donc on forme effectivement des professionnels de l'accompagnement, mais on va aussi intervenir en entreprise de différentes manières, soit en coaching individuel, équipe, coaching d'organisation, soit en facilitation de groupe, hein, c'est un peu du coaching de groupe, soit en conseil, puisqu'on fait aussi du conseil, donc là c'est une autre casquette, hein, avec ces approches-là qui sont ces approches particulières, en formation, on forme effectivement des gens. Voilà, donc on fait à la fois de l'intervention, de la formation, donc l'intervention c'est aussi avec des particuliers, des familles, avec voilà, c'est très très varié, et puis de la recherche, c'est-à-dire que l'idée c'est que ces approches-là, on a envie de les faire évoluer. Et donc, moi, je travaille avec une équipe de partenaires. J'ai une douzaine de partenaires avec moi. On a envie de les faire évoluer. Donc, on réfléchit tous ensemble à comment faire évoluer effectivement ces approches-là, comment ces approches nous viennent des États-Unis. Tout ça, c'est venu dans les années 50, 60. Ça a démarré à cette époque-là. Et l'idée, c'est que ça continue d'évoluer évidemment beaucoup. Et nous, on voudra amener notre patte aussi de manière tout à fait humble, hein, mais en tout cas, on a envie vraiment de réfléchir et de faire évoluer les choses. Donc voilà, le C-Institut, ça a cette vocation. Et par contre, on a un partenariat avec l'Université de Rouen et on ouvre une formation de coaching, là pour le coup, coaching et facilitation, qui ouvrira en septembre 2019 à l'Université de Rouen, en fait. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça marche? Ça dure combien de temps? Tu m'avais aussi dit que pour un Parisien, aller à Rouen, c'est pas si difficile que ça, sachant que c'est la porte à côté. C'est comme d'aller en grande banlieue, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une heure de train, en fait. C'est une heure de train. Ouais. En fait, c'est un cursus qui est sur 35 jours plus un stage, en fait, qui va former vraiment à la fois au coaching professionnel, personnel, relationnel et thérapeutique. C'est qu'on ouvre sur ces 4 champs. Et en même temps, à la facilitation étant un travail sur l'intelligence collective avec des postures communes à la posture de coach, en fait. Donc ça, il faut faire travailler des groupes. Et donc, c'est des regroupements de 3 à 4 journées qui se feront entre septembre, la première session, donc entre septembre et juillet donc 2019-2020, sur lequel on va travailler vraiment sur les troncs communs du coaching et puis après amener des approches spécifiques de coaching avec une pluralité vraiment d'intervenants à la fois de coachs qui sont sur le terrain depuis longtemps, donc de coachs expérimentés, et également des universitaires qui vont amener des dimensions un peu plus psy. C'est important d'avoir des fondements psychologiques quand on fait ce genre de métier, hein, donc ils vont amener ces choses plus théoriques sur des aspects plus psy. Et puis avec vraiment des référents fil rouge qui vont suivre les stagiaires du début à la fin. L'idée étant de leur permettre au maximum d'entre eux d'avoir un examen à la fin, parce qu'il y a un examen évidemment à la fin hein, qui va valider effectivement leur cursus. Et donc, c'est diplômant. À la fin, on a un master. C'est un DU. D'accord. C'est un DU. Alors, c'est à valider pour l'instant si ce sera Bac plus 4 ou Bac plus 5. Normalement, c'est Bac plus 5, mais c'est encore à valider. C'est encore à valider. Je ne suis pas encore tout à fait sûr. Et dans les modalités, juste, c'est donc 3-4 jours par mois, tous les mois, pendant environ 8-9 mois comme ça. C'est à peu près ça le schéma? C'est ça. Ça commence en septembre, ça se termine en juillet. Effectivement, de septembre à janvier, c'est des regroupements de 3 journées consécutives. Et de février, je crois, à juillet, c'est 4 journées consécutives. Okay. Ça devient un peu plus dense sur la deuxième partie. Et ce qu'on appelle le stage, c'est que les stagiaires doivent tous en fait coacher un minimum de personnes à l'extérieur
et ils sont supervisés dans le cadre de la formation par rapport à ces coachings-là, en fait. Ok. Et c'est des journées pleines ou par exemple, je pense à moi qui a un travail d'entrepreneur, même si c'est à distance, ou est-ce que à 17 heures, mon cerveau, il est encore libre, il a encore 3 heures d'énergie pour travailler, ou c'est des trucs très, très costauds? Je crois que les horaires, je suis pas encore tout à fait sûr des horaires, mais je crois que c'est 9h, 17h, il me semble, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. À 17h, tu peux avoir le cerveau un peu en bouillie quand même, parce que ça remue pas mal. Il y a des Beaucoup devoirs? de travailler. Par contre, Ouais. après, c'est à toi de voir avec ta capacité, effectivement, de travail. Mais c'est sûr qu'à 17h, tu es libre. Après, Ouais. tu Il y a auras des pas mal devoirs, de par personnes. exemple? Il y a des Comment? devoirs? Il y a des devoirs? Il n'y a pas de devoir, mais il y a le stage, donc ça veut dire coacher des personnes. Ouais. Après, c'est chacun a sa manière d'apprendre. Il y a des gens qui ont besoin de reprendre beaucoup leurs notes, etc. D'autres pas. Donc ça, c'est à chacun de voir. Il y aura sûrement des lectures à faire. On va pas rendre des lectures obligatoires, mais en tout cas, on va suggérer des lectures qui seront importantes pour les personnes. Et par contre, voilà, ce qui est intéressant par rapport à d'autres formations universitaires, c'est qu'on ne fait pas faire de mémoire, parce que dans beaucoup de formations universitaires, il faut faire un mémoire. Et ça, le mémoire, c'est extrêmement chronophage, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Des mémoires universitaires, c'est des trucs de 80 pages qui sont vraiment complexes à écrire. Et ça prend énormément de temps aux gens. Et nous, on a préféré, en fait, faire d'une part une évaluation continue, et d'autre part des examens où on met les gens en situation. On trouve que c'est plus intéressant de voir les gens en situation plutôt qu'un écrit, parce qu'on pense que par l'écrit, donc c'est notre façon de penser. Je dis pas que c'est pas bien ailleurs, mais on pense que par l'écrit, il y a des gens qui sont très doués à l'écrit, qui vont facilement faire un mémoire, mais qui pour autant en situation ne seront pas toujours très bons, et puis d'autres pour lesquels ce serait le contraire. Donc on pense que c'est plus juste de voir comment les gens fonctionnent en fait dans le cadre du métier. Ouais, je comprends parfaitement. Niveau tarif, ça se situe comment? Est-ce qu'il y a des aides possibles? Est-ce que le CPF peut passer dedans? Comment on peut financer ça? Alors, j'ai pas tous les détails parce que c'est vraiment l'université qui s'occupe de ça. Moi, je m'occupe pas de cette partie-là. Par contre, ce que je sais, c'est que le tarif sera aux alentours de 5 000 euros, aux alentours, et qu'effectivement, ça peut être pris en charge par des organismes financeurs, hein, donc toutes les OPCA, Pôle emploi, etc. Toutes les prises en charge sont possibles. Ben, ça, la formation continue à la fac, ils ont l'habitude de ça, de gérer ça. Hein, donc, tous les dossiers de prise en charge seront recevables, bien sûr. D'accord. Quel est ton rôle dans ce programme, juste qu'on En fait, sache? je suis co-directeur en fait du programme. C'est-à-dire qu'on est trois directeurs. Il y a un directeur universitaire qui s'appelle Brice Gouvernet. Il y a une directrice, une co-directrice externe, donc avec moi, qui s'appelle Marie Dromini. Et en fait, on est trois co-directeurs et où on va se partager les choses par rapport à la direction. Donc moi, je vais m'occuper plus particulièrement de l'intégration, à la fois de la posture et des techniques. Je vais accompagner vraiment les gens là-dessus. Donc cette intégration-là, Marie Dromini sera plus sur des aspects de professionnalisation. Brice Gouvernet sur des choses plus universitaires en fait. Et puis à la fois, en même temps, je suis formateur, c'est-à-dire je vais former aussi sur certaines parties. Hein, évidemment, je partage avec beaucoup d'autres, on est de nombreux, on doit être au moins 25 ou 30 intervenants en fait, hein, facilement. Donc je vais faire certaines interventions et je serai un des référents. Un des référents qui va suivre un petit. C'est les référents, c'est des petits groupes en fait, donc je vais suivre des personnes d'un bout à l'autre. Super. Donc j'ai trois. Peut-être dernière question, c'est tout à l'heure tu disais que tous les gens qui suivent des formations de coaching ne deviennent pas coach. Je ne sais pas comment les gens ont compris, mais c'est pas forcément un échec en tout cas, parce que moi j'ai un ami entrepreneur, il a un business qui génère des millions d'euros dans l'e-commerce, il a pris le temps de faire ça et en fait il n'est pas coach aujourd'hui, mais je veux dire tout ce qu'il a appris, il l'utilise dans sa vie personnelle, dans sa vie de manager et C'est très ça l'aide important. énormément. C'est très important ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se forment au coaching, d'ailleurs pas dans l'idée de devenir coach, et parce qu'effectivement ils vont se servir de ça dans leur métier en fait, parce que ça donne une posture, ça donne effectivement un recul sur plein de choses, etc., qui est très intéressant. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser dans leur métier sans devenir pour autant coach. Hein, donc c'est acté quasiment dès le départ, ils savent qu'ils vont pas forcément aller vers le coaching, mais que ça va les aider effectivement. Tu as tout à fait raison de dire ça. Ça peut aider dans plein de métiers effectivement ces postures-là. Après, il y a ceux qui ne deviennent, ce que je disais tout à l'heure, c'est ceux qui ne deviennent pas coach parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ça, évidemment, c'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui veulent devenir coach, ils n'y arrivent pas. Et je pense que très souvent, alors soit il y a eu une erreur de casting au départ dans le sens où ils ne sont peut-être pas faits pour ce métier et ça n'a pas été suffisamment repéré parce qu'on reçoit les gens quand on les inscrit dans ces formations. Tu vois, donc il peut y avoir une erreur de casting. Soit c'est un vrai problème derrière de professionnalisation dans le sens soit de la confiance en soi, soit toi par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Il y a des gens qui ont du mal avec ça. Donc c'est quelque chose à bien réfléchir avant. Est-ce que au-delà de, je me sens tout à fait en appétence avec le métier de coach, mais est-ce que je me sens d'être entrepreneur, d'être à mon compte, etc. Tu vois, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas tant que ça d'entreprises qui vont payer des coachs, tu vois, salariés.
Il y en a très, très peu. Par exemple, les cabinets, ils vont prendre des indépendants, mais ils ne prennent pas des salariés. Hein, donc, il faut vraiment avoir aussi ça en tête quand on démarre. C'est important pour Ok. éviter Bah, justement l'échec. admettons qu'on fasse un casting là, tu l'auras compris, quand je te pose ces questions-là, c'est aussi parce que moi-même, j'y réfléchis depuis un certain temps. Dans l'absolu, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, il y a des différentes contraintes. Euh, qui est un bon élève, qui n'est pas un bon élève? Est-ce que c'est fait pour moi, par exemple? Allez, prenons mon cas. Moi, j'accompagne quand même pas mal de clients dans leur business, dans leur vie entrepreneuriale. J'ai cette empathie, je veux les aider avec le maximum d'outils possibles. Et puis, j'ai envie de m'aider moi aussi. Est-ce que c'est fait pour moi cette formation? Oui, Alors, par non. rapport au fait de t'aider toi, je suis pas sûr que ce soit la bonne façon. Je pense que si tu veux t'aider toi, il vaut mieux te faire coacher. Ce sera plus efficace à mon avis, tu vois, que de te former au coaching. Par contre, par rapport au fait d'aider effectivement tes clients sans devenir forcément leur coach, tu auras sûrement des choses qui seront transférables effectivement de ce que tu apprendras vers ces accompagnements particuliers que tu peux faire toi, même si c'est pas vraiment du coaching. Après, si tu veux développer du coaching, pourquoi pas. Après, pour aller plus loin, si c'est fait pour toi ou pas, il faudrait vraiment j'ai envie de dire qu'on se rencontre une demi-heure, que je te pose, pour le coup, c'est moi qui te poserai des questions, tu vois, aller plus en profondeur On sur, n'enregistrera pas. sur qui tu es, etc. Donc, voilà, j'ai aucun doute a priori, te connaissant un petit peu, mais voilà, j'aurais besoin de poser un certain nombre de questions pour aller vérifier un certain nombre de choses. Hein, donc, je pense que c'est ça. Puis c'est quelque chose, quand on fait ces entretiens, c'est pas pour nous sanctionner quelqu'un, c'est une discussion avec la personne. L'idée, c'est qu'à la fin de l'entretien, la personne se dise, OK, moi, je sens que c'est fait pour moi et que nous, on le sente aussi. Ou qu'au contraire, je dise, bon, c'est peut-être pas exactement ça qu'il me faut. Tu vois, l'idée, c'est pas de dire non, c'est pas pour vous, etc. C'est une discussion, vraiment, c'est d'amener la personne à aller vraiment vérifier ses motivations profondes à devenir coach. Et est-ce que les motivations sont vraiment effectivement en adéquation avec le métier qu'elle va vivre derrière ou pas? Tu vois, c'est ça qu'on va aller vérifier. Ok. Donc, si tu veux Super. en savoir plus, on se verra dans un autre lieu, en fait, et c'est Très moi qui bien. te poserai plein de questions. Très bien, très bien. Bah, je garde ça en tête parce que ça m'intéresse vraiment, mais faut que je sois sage parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. La vie, elle est longue, il y a un peu de temps encore. Faut pas que je sois trop pressé, mais Mhm. en tout cas, je m'y intéresse très sérieusement. Je te laisse le mot de la fin. Merci vraiment pour ton temps, pour tout ce que tu as apporté. Je pense que là, on a été très complet et moi, j'ai appris énormément de choses et je connais mon audience. Ils vont beaucoup aimer ça. Donc, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui réfléchissent et qui se posent la question du coaching, de devenir coach professionnellement? Bah, je leur dirais que s'ils sont pas sûrs, alors déjà, je leur dirais que c'est un très beau métier et que si on est fait pour ce métier et qu'on le sent, bah, je crois qu'il faut y aller, en fait. Hein, c'est un métier dans lequel on peut vraiment s'épanouir. Euh, il faut le faire avant tout pour s'épanouir plus que pour gagner sa vie, même si l'idée, c'est qu'on y gagne sa vie. Hein, mais je pense que pour moi, c'est pas le moteur premier. Sinon, il vaut mieux devenir commerçant ou quelque chose, tu vois. Donc, mais voilà. L'idée, c'est de s'épanouir et de sentir qu'on est en adéquation avec ça. Donc, si les personnes le sentent, je crois qu'il faut y aller. Si les personnes ne sont pas sûres, pourquoi pas faire un coaching même en one shot, tu vois, de voir un coach pendant une ou deux séances, tu vois, pour essayer de mieux définir. Tu vois, préparer aussi un peu un entretien justement qu'ils pourraient avoir dans les écoles, les universités, histoire d'avoir un peu mieux, d'avoir un peu creusé sur ses motivations, etc. Et si c'est vraiment fait pour eux. Et si c'est fait pour eux, bah allez-y. Je pense que c'est c'est un super métier, une super expérience. La formation en soi déjà est une très très belle expérience, parfois remuante, mais une belle expérience. Et puis ensuite, le métier est quand même un métier assez génial. Donc voilà, si les gens qui vont écouter ça se sentent d'aller vers ces métiers, allez-y. Je les encourage, je les encourage vraiment. Je les encourage vraiment. Très bien. Merci beaucoup, Et Frédéric. oui. Vas-y, vas-y. Ben non, le mot de la fin, c'est aussi de te remercier toi pour m'avoir proposé cet échange. Et je suis content d'avoir pu partager ça avec toi et avec les personnes qui vont regarder ces vidéos. Génial. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, Pour Lilian. ton temps, pour ton expertise, ton cœur, ta générosité à partager tout ça. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Ciao, Au ciao. revoir.